que va présenter Madame Champeau jusqu'après moi, et des dispositions sur la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. En fait, il prévoit donc l'établissement d'une liste nominative de travailleurs avec des indications pour chacun d'entre eux des substances auxquelles le travailleur est susceptible d'être exposé. Et ces indications doivent préciser la nature, la durée et le degré des expositions. Bon, par ailleurs, le décret va un petit peu plus loin puisqu'il fixe également des valeurs limites d'exposition professionnelle pour certains agents chimiques, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. On peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc moi, ce que je voudrais commencer par faire, c'est peut-être préciser ce qu'on entend par cancérogène, mutagène, reprotoxique. On parle de CMR, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Le terme de cancérogène est à peu près bien compris de tous. Donc il s'agit de produits chimiques qui induisent des cancers ou qui augmentent le risque de survenue de ces cancers. Alors, par exemple, je pense que vous avez tous entendu parler de l'amiante, peut-être un peu moins des poussières de bois qui sont des cancérogènes ou du benzène, un produit chimique, mais on a également des produits, mais aussi des procédés comme les travaux exposant à la silice. Je ne vais pas vous passer toute la liste. En fait, tout ça pour vous dire qu'il y a des effets sur la santé qui ont en fait des cibles qui sont différentes. Ça peut être le cancer du poumon, le cancer de la plèvre, dans le cadre de l'amiante, cancer de la vessie, du sang ou des fosses nasales. Le terme de mutagène, lui, est beaucoup moins connu. Ce sont des produits chimiques qui modifient l'ADN des cellules ou de certaines cellules dans le corps humain. Et en fait, cette modification de l'ADN, elle augmente la fréquence de mutation. Ces mutations, c'est la première étape vers un cancer. L'exemple de produit qui peut donner ce genre de choses, c'est l'oxyde d'éthylène. Et enfin, les reprotoxiques, eux, sont des produits qui provoquent des effets néfastes sur la fertilité des hommes et des femmes et qui impactent le développement de leurs descendants, notamment peut-être parfois dans certains cas par des malformations. Alors l'exemple le plus connu, c'est le plomb, hein, c'est le plus ancien. Il y a plein d'autres produits comme ça. En fait, c'est assez pernicieux parce que ces reprotoxiques, en fait, leur effet, ça peut être déjà des difficultés pour les gens exposés à avoir des enfants. Ça peut être la survenue de fausses couches à répétition, et puis des choses qui, par contre, là, sont bien plus évidentes, c'est quand, par malheur, il y a des malformations chez les bébés ou qui naissent. Diapo suivante, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Je voudrais vous donner quelques éléments statistiques sur les produits CMR. Donc, on sait aujourd'hui, si on a des données nationales, hein, par des enquêtes qui sont répétées, notamment l'enquête Sumer. Elles sont un peu anciennes, elles datent de 2017, mais il y a une enquête qui va être reproduite actuellement. En fait, ça ne bouge pas énormément hein, sur les proportions. On sait qu'à peu près un tiers des salariés sont exposés à au moins un produit chimique dans le cadre de leur activité professionnelle et que 11% des salariés, c'est la barre du milieu, sont exposés à au moins un produit cancérogène. Diapo suivante, s'il vous plaît. De ces expositions, on peut mettre en regard le nombre de statistiques sur les cancers. Globalement, on sait hein, qu'il y a 400 000 nouveaux cas de cancer par an chez les plus de 18 ans. En dessous de 18 ans, le nombre de cancers est peu important, mais 400 000 nouveaux cas chaque année. Parmi ces 400 000 nouveaux cas par an, 4 à 8%, selon les modes d'estimation, seraient d'origine professionnelle. Et ces cancers, une fois sur deux, en fait, ce sont des cancers du poumon. Alors, l'impact de l'amiante est très important, mais il y a d'autres produits cancérogènes qui ont pour cible le poumon. On peut aller un petit peu plus loin sur les statistiques nationales et dire que chez les ouvriers, la part des cancers imputables à l'activité professionnelle atteindrait près de 20%. Et cela du fait de leur exposition qui sont plus fréquentes que les autres catégories socioprofessionnelles des CMR. Est-ce que vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on a vu qu'il n'y avait qu'une petite partie des cancers qui survenaient chaque année qui pourraient être imputés à une exposition professionnelle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, parmi ces cancers qui pourraient avoir une origine professionnelle, en fait, seulement 12% d'entre eux
ont une reconnaissance en maladie professionnelle, ce qui est donc très faible. Pour simplifier, on peut dire qu'un cancer sur 10 seulement d'origine professionnelle est reconnu. Pourquoi? Bien, un des problèmes, c'est qu'on connaît très mal les expositions passées. La traçabilité des expositions professionnelles, c'est quelque chose qui n'est pas toujours renseigné. Et il faut savoir qu'un cancer professionnel, en fait, il peut survenir des dizaines d'années après, hein, quand les gens sont à la retraite. Aller retrouver des expositions qui remontent à leur début de professionnel, ça peut être très difficile. Il y a également un autre problème aussi, c'est qu'en fait, il y a un caractère multifactoriel des cancers. On sait qu'il y a des prédispositions génétiques, on sait qu'il y a des cancers qui sont favorisés par les infections, notamment au virus. Et puis, sur le plan professionnel, on sait aussi que quand un travailleur a une carrière professionnelle, il a pu être exposé au cours de sa carrière à différents agents cancérogènes et donc il peut être difficile de rapporter un cancer à une période particulière. Euh, Toujours est-il que parmi les cancers reconnus en maladie professionnelle, en fait, essentiellement, 98 cancers ont une exposition sont dus à une exposition à l'amiante, au benzène, au rayonnement ionisant ou aux poussières de bois. Pour autant, comme je vous ai dit, il y a plein d'autres cancérogènes qui peuvent avoir des impacts et provoquer des cancers professionnels. Est-ce qu'on peut passer voilà. Sur la question des statistiques régionales, en fait, au total, finalement, on a très peu de cancers reconnus chaque année, entre 33 et 42%, et 33 et 42 cancers. Et en fait, la plupart de ces cancers reconnus par la sécurité sociale comme maladies professionnelles, ils sont dus à des expositions à l'amiante. Ça, c'est pour vous cadrer le fait que, voilà, en fait, ce décret, il porte des enjeux qui sont très importants, des enjeux réglementaires hein, européens autour des obligations d'information des travailleurs, mais également des enjeux de politique de lutte contre les cancers. On va chercher à réduire le nombre de cancers qui peuvent être évitables et parmi ceux-là, il y a les cancers professionnels. Et puis, il y a tout l'impact du plan national santé-travail qui visait à l'évaluation des risques chimiques, à la traçabilité et à renforcer aussi la biosurveillance des expositions chimiques professionnelles. Je reviendrai sur ce terme de biosurveillance après. En termes d'enjeux pour la prévention primaire, qui sont les plus importants, puisque si on arrive à substituer les cancérogènes, en fait, on supprime les expositions, l'intérêt de cette liste de salariés exposés est vraiment considérable parce qu'il permet de renforcer l'évaluation des risques par l'employeur en identifiant mieux les substances CMR, en réactualisant le plan d'action dans une optique de prévention, mais également en permettant aux services de santé au travail à qui cette liste est communiquée de mieux cibler leurs priorités d'action au milieu de travail et de mieux accompagner les entreprises concernées. C'est vraiment important. Il y a également une autre action qui est que si on cible bien les salariés concernés, on sera plus en mesure de protéger les personnes en âge de procréer et notamment les femmes enceintes ou allaitantes, notamment parce qu'il y a des dispositifs qui permettent de les retirer temporairement de leur poste de travail. Et surtout, de mettre la question de la prévention du risque chimique au cœur du dialogue social dans l'entreprise ou au sein même des branches ou sur des instances entre les partenaires sociaux. Je vais un peu vite parce qu'on va rentrer plus tard. Voilà, sur les enjeux pour le suivi de l'état de santé, je vais peut-être m'attarder un petit peu là-dessus pour que vous compreniez bien que il y a la question de la prévention secondaire, c'est-à-dire du suivi de l'état de santé des salariés, donc par le médecin ou par les infirmières de santé au travail. Ce suivi, il ne peut être efficace que si le médecin ou l'infirmière a vraiment connaissance des expositions et notamment à quels produits chimiques, quels produits CMR le salarié est exposé. Parce que ça permet de préciser lors de la consultation les informations à délivrer au salarié pour sa protection, mais également de diriger l'interrogatoire qui est mené par le médecin et d'orienter l'examen du médecin. On examine différemment un salarié qui est exposé à un cancérogène dans la cible et le poumon, comme par exemple l'amiante, qu'un autre salarié, un menuisier qui est exposé aux poussières de bois. On va s'attarder plutôt sur la sphère ORL, puisqu'il y a un risque de cancer des fosses nasales.
Donc ça, c'est vraiment important, ça permet d'être plus efficace. Et puis, de prescrire des examens complémentaires adaptés, c'est ce qu'on appelle la biosurveillance, c'est-à-dire examen de sang, examen d'urine, où on va chercher dans le corps de la personne s'il a une exposition réelle aux produits chimiques, et ce qui permet de vérifier l'efficacité, par exemple, des mesures de prévention collective dans l'entreprise. Et puis, s'il y a une imprégnation par un produit cancérogène, ça permet d'en déterminer le niveau. Donc, c'est très important. Dans le cadre de ces visites médicales, il y a aussi un objectif pour le suivi post-professionnel, c'est-à-dire une fois que les personnes sortent partie de l'entreprise ou même en retraite, puisque ce suivi peut être fait par leur médecin généraliste et pour le maintien en emploi. Dernier point, l'enjeu pour la réparation en termes de traçabilité, parce que sans cette traçabilité, on pourra faire que très difficilement un lien entre les cancers et les expositions professionnelles, et on aura du mal à obtenir des reconnaissances de maladie professionnelle. Diapositive suivante. Je finis. C'est juste pour vous dire que la DREETS a informé dès le mois de juin 2024 sur son site internet sur l'apparition de ce décret. Il y a eu un flash info santé et sécurité. Et puis, on a travaillé avec les services de santé au travail qui eux-mêmes ont mis des informations sur leur site internet, adressé des mails à leurs adhérents pour la plupart et fait des rappels lors des connexions des employeurs sur les sites pour leur rappeler que cette liste elle doit être mise à jour. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que sinon je vais dépasser mon temps et je vais me faire taper sur les doigts. Bonjour à tous. Alors est venu le temps du décryptage juridique du décret du 4 avril 2024 et en bonne juriste, je m'interroge dans un premier temps sur le champ d'application de ce décret qui porte, comme vous le savez, sur les agents chimiques CMR. Alors, Monsieur Arnaudot vient de vous donner une définition scientifique des agents chimiques CMR et moi je vais vous donner la définition juridique des agents chimiques CMR telle que prévu par le décret du 4 avril 2024. Alors, je vous passe les articles du Code du travail qui sont sur la slide, mais en synthèse, il y a deux sources réglementaires qui sont susceptibles de déclencher l'application des dispositions particulières au CMR. Il y a dans un premier temps la classification européenne qui est issue du règlement dit CLP. CLP, c'est classification, étiquetage, emballage des substances. Donc, où on vise des substances de catégorie 1A ou 1B. Donc, c'est une liste qui est très importante. Et puis, seconde source effectivement réglementaire, c'est l'arrêté du 5 janvier 1993 qui a été complété à plusieurs reprises et en dernier lieu par l'arrêté du 26 octobre 2020 qui, lui, propose 7 cas d'agents chimiques CMR. Donc voilà le champ d'application du décret. Alors je voulais vous donner quelques chiffres également. Ils ont été donnés par Monsieur Arnaudot. Donc 11% des salariés qui sont exposés à au moins un produit chimique cancérogène et ça correspond à 2,7 millions de personnes. Donc ça n'est pas rien. Alors quels sont les secteurs concernés? Donc je vous laisse lire la slide. Effectivement en vous disant que ce sont les métiers industriels qui sont concernés, les professionnels de la maintenance, les ouvriers de la réparation automobile. Et je vous renvoie notamment au rapport FRIMA de 2018 sur le risque chimique qui explique bien tous les secteurs qui sont concernés. Alors maintenant, venons-en aux objectifs de ce décret d'avril 2024. Qu'est-ce qu'il poursuit? Donc ça vous a été dit, l'idée première de ce décret, c'est de mieux structurer la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques CMR. Et le procédé qui est proposé par le décret, c'est d'obliger les employeurs à établir une liste qui est à la fois nominative et actualiser des travailleurs qui sont susceptibles de rentrer dans le champ d'application du décret, donc les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques CMR. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est effectivement d'informer les travailleurs concernés qu'ils sont bel et bien exposés.
c'est d'informer également les représentants des travailleurs au CSE, et ce, effectivement, pour les associer effectivement à la prévention des risques professionnels et plus largement aux problématiques de santé au travail, donc établir un dialogue social sur le sujet, et évidemment ne pas oublier un acteur essentiel qui sont les services de prévention et de santé au travail, qui sont évidemment, ça vient de vous être dit, concernés au premier chef par le suivi médical professionnel post-exposition des salariés concernés. Dernier objectif du décret, le décret n'oublie pas l'angle mort souvent de la santé au travail. Vous savez que les travailleurs temporaires passent souvent sous les radars de la santé au travail. Et donc là, le décret ne les oublie pas et il oblige les entreprises utilisatrices dans lesquelles vont intervenir les travailleurs temporaires de transmettre la liste nominative aux employeurs des travailleurs temporaires, qui, comme vous le savez, sont les entreprises de travail temporaire, à charge pour elles de communiquer la liste à leurs propres services de prévention et de santé au travail. Quels sont maintenant les éléments de contexte de ce décret? C'est-à-dire que pourquoi on a ce décret aujourd'hui? Pourquoi il nous arrive, si je puis dire? Eh bien, ce décret est issu d'une directive de l'Union européenne qui date du 9 mars 2022, donc qui devait être transposée dans notre droit français, cette directive de 2022 modifiant elle-même une directive de 2004. Donc c'est un sujet qui est tout à fait essentiel pour le droit de l'Union, hein, qui a développé une compétence importante en matière de santé au travail. Et si vous regardez l'article 12 de cette directive, vous verrez qu'il est dit clairement que l'employeur tient une liste actualisée des travailleurs. Et donc, le droit français était tenu de transposer cette directive dans les délais imposés. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir qu'un premier décret a été retoqué par le Conseil d'État. Vous savez que le Conseil d'État regarde les décrets, et le Conseil d'État a sanctionné dans un premier temps une sous-transposition de la directive. Alors souvent, c'est exactement le contraire qui se passe, c'est que on parle de surtransposition des directives européennes. Là, c'était une sous-transposition, dans la mesure où dans le décret initial n'étaient visés que les travailleurs concernés et les substances auxquelles ils étaient exposés. Et le Conseil d'État a considéré effectivement, compte tenu de l'évaluation des risques, qui est un principe essentiel, et compte tenu aussi des prescriptions de la directive, que évidemment l'employeur devait viser non seulement les travailleurs, mais aussi la nature, le degré et la durée de l'exposition. Et l'enjeu, il est très clair, mais il n'est pas simple, c'est celui de la traçabilité individuelle. Donc c'est comment on passe d'une traçabilité collective qui existe déjà, plus ou moins, à une traçabilité individuelle. Et à cet égard, je vous fais observer que le décret introduit dans le Code du travail une sous-section 7 intitulée « Traçabilité de l'exposition des travailleurs ». Alors, la directive donnait un certain nombre de délais. Les États membres, dont la France, devaient transposer la directive au plus tard le 5 avril 2024. Vous avez vu que le décret est daté du 5 avril. Il est entré en vigueur le 5 avril. Et donc, vraiment, on est sur une transposition sur le gong, mais la France n'a pas manqué à ses obligations. Alors, il est dit dans le décret que l'employeur est tenu, dans un délai de 3 mois après à l'entrée en vigueur du texte, de se mettre en conformité. Ce qui signifie que depuis le 5 juillet 2024, normalement, les employeurs ont dû établir une liste des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques CMR, mais je crois qu'il y a malgré tout une certaine tolérance encore aujourd'hui pour se mettre en conformité. Alors, quelles sont maintenant les caractéristiques de la liste que les employeurs doivent désormais élaborer? Cette liste, elle doit être, je vous l'ai dit, nominative, c'est-à-dire qu'elle doit indiquer pour chaque travailleur les substances CMR auxquelles il est susceptible d'être exposé, et ne pas oublier d'indiquer les informations lorsqu'elles sont connues sur la nature, la durée et le degré de l'exposition. Deuxième caractéristique de la liste, elle doit être actualisée. Sauf que le décret est taisant sur la périodicité de l'actualisation. Donc, je vous propose de vous référer à la circulaire de 2006 sur les anciennes fiches d'exposition qui n'existent plus,
Pour autant, le raisonnement, me semble-t-il, et son jeu de mots est tout à fait actuel, puisque la DRT propose 3 hypothèses sur lesquelles vous pouvez parfaitement vous inspirer. Donc, la fiche doit être actualisée lors de tout changement des conditions de travail qui peuvent affecter l'exposition des travailleurs, première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est qu'effectivement, eh bien, les connaissances et les techniques évoluent, et donc on peut considérer que l'évolution des connaissances oblige l'employeur à actualiser la fiche. Et puis, troisième hypothèse, qui est une hypothèse très raisonnable, je dirais, c'est utile et pertinent de prévoir un réexamen annuel afin de réfléchir à l'actualisation de la fiche en même temps qu'on réfléchit à l'actualisation du document unique d'évaluation des risques. Donc voilà les hypothèses proposées par la DRT sur lesquelles vous pouvez vous inspirer en l'absence de précision du décret. Alors justement, le décret, je vous disais, il est aisant, mais en réalité, il veut laisser un maximum, enfin, de la souplesse aux employeurs. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas, il y a un principe de liberté dans l'élaboration de la liste. Et la feuille de route qui est donnée, elle est assez simple, c'est liberté, mais on établit la liste en tenant compte de l'évaluation des risques qui est transcrite dans le DURP. Mais il n'y a pas, ne cherchez pas de modèle de liste, il n'y en a pas. Je vous renvoie à la foire aux questions très bien faite du ministère du Travail qui est datée du 26 septembre 2024, où effectivement on vous redit bien, il n'y a pas de modèle, il y a une liberté. Enfin, liberté ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Simplement, on vous dit, peut-être pour rassurer les employeurs, attention, la fiche qui vous est demandée, c'est pas du tout l'idée, c'est pas de réhabiliter, de ressusciter les anciennes fiches individuelles d'exposition ou d'attestation d'exposition qui ont été prévues il y a un certain temps et qui avaient un peu traumatisé les employeurs, qui avaient dit c'est un peu impossible à faire, c'est une usine à gaz. Donc là, on nous dit, le ministère du Travail nous dit, il faut faire une fiche nominative actualisée, mais pour autant, on ne refait pas l'exercice qui avait été manifestement très difficile de la fiche individuelle d'exposition. Il ne s'agit pas non plus de faire comme pour la fiche d'exposition à l'amiante qui, elle, est toujours en vigueur. Donc voilà un peu la feuille de route qui est donnée. Il faut effectivement trouver un chemin avec ces différentes directives. Alors je crois que si on essaye de voir un peu le mode d'emploi, l'employeur va essayer de synthétiser les informations dont il dispose, en tenant compte, je vous l'ai dit, c'est le premier élément, c'est du DURP. Depuis la loi le DURP est obligatoire depuis 2001. Depuis la loi du 2 août 2021, vous savez que le DURP assure aussi la traçabilité donc, collective des expositions professionnelles. Et donc, il est intéressant de se faire référence aux sections ou annexes du DURP qui contiennent, vous le savez, les informations actualisées sur la nature, le degré et la durée de l'exposition. Simplement, comme vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont toujours pas de DURP, puisque la DARES nous dit qu'en 2019, moins de la moitié des établissements avaient un DURP à jour. Donc, il faut évidemment être au carré sur le DURP. Alors, il y a, donc slide suivante, l'employeur peut aussi tenir compte d'autres documents. En fait, il y a une pléthore de documents dont l'employeur peut s'inspirer pour effectivement établir sa fiche. Et parmi ces documents, il y a celui qui est adressé au service de prévention et de santé au travail qui précise le nombre et la catégorie des travailleurs qui bénéficient d'un suivi individuel renforcé, le fameux CIR. Et pour les risques chimiques, le Code du travail prévoit que les salariés qui sont exposés aux agents CMR doivent bénéficier évidemment du fameux CIR. Donc, possibilité pour l'employeur de se baser sur ce document qu'il envoie au service de santé au travail. D'autres possibilités pour l'employeur, c'est de tenir compte de la fiche d'entreprise ou d'établissement qui, elle, va être établie et mise à jour par le médecin du travail. Et sur cette fiche figurent les risques professionnels et les effectifs des salariés qui sont exposés. Je vous ai indiqué à chaque fois les articles du Code du travail qui étaient utiles. Et je vous ai mis sur la slide les différents
éléments d'information. Alors, autre document qui peut aussi être tout à fait... non, il faut revenir à la slide suivante parce que j'avais pas... Excusez-moi. Donc, il y a cette fiche d'entreprise qui est établie par le médecin du travail, mais il y a aussi des éléments d'information qui sont mis à la disposition du CSE et des travailleurs quand un risque lié à un CMR est identifié. Je vous ai mis l'article du Code du travail, et donc effectivement, l'employeur peut capitaliser sur les informations qu'il a dû déjà mettre à disposition au CSE. Donc là, on peut envisager la slide suivante. Il y a aussi la notice de poste, par laquelle l'employeur, effectivement, qui est un outil d'information écrite à destination des employeurs, lorsqu'il occupe un poste qui est exposé à des agents chimiques dangereux. Et puis, il y a aussi les résultats des mesurages des valeurs limites d'exposition professionnelle qui sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au CSE, et qui peuvent aussi être mobilisés dans le cadre de l'élaboration de la liste. Donc, vous voyez, ce ne sont pas les documents qui manquent, et donc l'employeur a, je dirais, de la matière pour construire sa fiche. La difficulté, évidemment, ça va être de réorganiser l'ensemble des informations dont il dispose, de les synthétiser et de faire émerger cette traçabilité individuelle à partir d'une traçabilité collective, donc de croiser des données individuelles RH et des données collectives, de prévention. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a multitude de documents, mais il y a aussi une expérience qui manifestement a été éprouvante et malheureuse pour certains employeurs, mais l'employeur peut aussi essayer de capitaliser aussi sur l'expérience qu'il a eue des fiches, les fameuses fiches d'exposition aux agents notamment CMR, donc je vous ai mis les décrets, les textes qui les imposaient, qui ont été abrogés, je le rappelle, en 2015, qui ont été remplacés par l'avènement des fiches de prévention. Donc là aussi, l'employeur devait faire tout un travail sur ces sujets. Et vous savez que, suite aux ordonnances Macron de 2017, le risque chimique a été supprimé du compte professionnel de prévention. Donc, il n'y a plus de fiches à ce jour, sauf la fiche d'exposition à l'amiante qui subsiste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des souvenirs de méthodologie quant à l'élaboration de la fiche que l'employeur peut tout à fait mobiliser. Donc, je rappelle en substance que l'employeur, donc sur sa fiche, il doit indiquer pour chaque travailleur les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé et les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition quand elles sont connues. Et je vous ai mis en dessous les différentes informations dont l'employeur était redevable à l'occasion de l'ancienne fiche d'exposition, ce qui peut aussi vous servir de modèle, même si effectivement on avait dit que c'était peut-être un petit peu trop complexe et un peu trop usine à gaz pour les employeurs. Mais tout ça peut servir aux employeurs. Alors maintenant, une fois que cette fiche est élaborée, et effectivement, il y a de la matière pour faire cette fiche. Cette liste, elle doit être communiquée. Alors, en premier lieu, et là, excusez-moi, il y a un peu une coquille sous travailleurs concernés, il y a une répétition, mais on corrigera quand on vous enverra le PowerPoint. En premier lieu, effectivement, cette liste doit être tenue à disposition des travailleurs qui sont concernés, effectivement, qui peuvent la mobiliser, qui pourront s'en servir le cas échéant, si jamais ils considèrent que l'employeur n'a pas à manquer à son obligation de sécurité. La liste doit être mise à disposition du CSE, bien entendu, dans le cadre d'un dialogue social qui doit s'instaurer sur les questions de santé au travail et de prévention des risques professionnels, mais évidemment, les informations qui sont mises à disposition doivent être anonymes. Il ne s'agit pas de pointer les uns et les autres. Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, le service de santé au travail, il est évidemment concerné au premier chef. La liste doit être communiquée, donc pour les deux premiers, on tient à disposition la liste. Et pour les services de santé au travail, il y a une obligation de communiquer cette liste et les informations seront
versées évidemment dans le dossier médical en santé au travail. Ce sont des informations qui sont confidentielles et qui doivent être conservées par les services pendant une période d'au moins 40 ans, et ce pour caler cette durée avec celle du DURP. Enfin, donc travailleurs temporaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on n'oublie pas les travailleurs temporaires, et donc l'entreprise utilisatrice va établir une fiche nominative qu'elle va communiquer à l'employeur des travailleurs temporaires, qui va lui-même communiquer la fiche à son service de santé au travail pour compléter le dossier médical en santé au travail de la personne concernée. Quelles sont les sanctions maintenant pour finir si l'employeur n'établit pas de fiche? Alors, le décret là est aisant sur les sanctions, donc il n'y a pas de, apparemment, il n'y a pas de sanction si l'employeur ne satisfait pas à ces nouvelles obligations, mais évidemment, l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, elle demeure. L'employeur doit respecter les principes généraux de prévention. Donc, si effectivement il n'établit pas la liste, tout comme s'il n'établit pas son DURP, eh bien, s'il y a une difficulté dans l'entreprise, accident du travail, maladie professionnelle, la responsabilité de l'employeur sera immanquablement engagée. Et je rappelle que lorsqu'il y a dépassement d'une valeur limite d'exposition réglementaire contraignante, il peut y avoir un arrêt de travail au poste concerné jusqu'à la mise en œuvre des mesures de protection. J'en ai fini avec le décryptage juridique. Je vous remercie et je laisse la place pour un décryptage plus opérationnel à Jérémy Lenormand. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je vais vous proposer quelques éléments pratiques pour essayer de vous mettre en conformité par rapport à vos obligations en termes de traçabilité. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, merci, par quelques prérequis, hein, comme tout ce qui touche au risque chimique, pardon. Il y a un certain nombre de prérequis indispensables, notamment de procéder à un inventaire actualisé des produits chimiques utilisés sur le site. Et puis le deuxième prérequis, c'est l'obtention de fiches de données de sécurité et notamment de leur mise à jour. Réglementairement, il n'y a pas forcément de périodicité de renouvellement, mais on considère qu'entre 3 et 4 ans, compte tenu des évolutions réglementaires, il y a de fortes chances que les fiches de données de sécurité nécessitent une mise à jour. Donc, pour obtenir justement ces mises à jour, hein, bon, il y a des plateformes qui existent, mais vous pouvez contacter, si vous voulez revenir à la diapo précédente, merci. Vous pouvez contacter vos fournisseurs. Vous trouverez sur Internet différents modèles de courrier ou de mail, mais vous pouvez aussi vous rapprocher de vos services de prévention en santé au travail qui disposent, je pense, tous d'un courrier type pour vous aider à obtenir ces mises à jour. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ça, c'était les prérequis. Comme l'a évoqué Madame Champeau, il y a également un certain nombre de ressources disponibles pour pouvoir élaborer ces listes nominatives. Donc, la première ressource, ça va être la fiche entreprise de votre service de prévention et de santé au travail. Donc, la plupart des services de la région travaillent avec un outil qui s'appelle Toxilist. Oui. Qui s'appelle Toxilist, qui permet d'identifier les substances à risque et notamment les substances CMR, donc forcément à condition que l'entreprise transmette ses fiches de données de sécurité au service de santé au travail. Donc là, je vous ai mis un petit encart plutôt rapide et synthétique sur ce qui est capable de produire Toxilist. Mais de toute façon, pour ceux qui n'ont pas cet outil-là, hein, systématiquement dans les fiches entreprises, il y a quand même une identification des expositions CMR, que ce soit produits ou agents émis. Donc, deuxième ressource disponible, ça va être effectivement, comme l'a souligné Madame Champeau, la déclaration CIR des salariés faite au service de santé au travail pour motif CMR. Inversement, ça veut dire que tous les salariés qui vont disposer d'une liste nominative d'exposition aux agents CMR devront être déclarés en CIR. Il y a également le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels, un élément central de prévention, et puis forcément par extension l'évaluation des risques chimiques via différents logiciels. Donc je vois également qu'il y a une petite coquille. Donc ce soit fait avec un logiciel ou sans logiciel. Donc les logiciels, il y en a de multiples. Je dirais le plus connu, c'est quand même Serich. Donc Serich qui permet à partir de différents niveaux, niveau 1,
de niveau 1 à niveau 3 en fonction, je dirais, de l'expertise de l'utilisateur, permet, quel que soit le niveau, de faire un focus sur les produits CMR avec le petit onglet traçabilité. Donc en niveau 1, on a les produits CMR, on n'a pas d'éléments sur les substances puisqu'on n'est pas obligé de saisir les éléments de composition. Par contre, à partir du niveau 2, effectivement, on a à la fois les substances et les produits CMR. Diapo suivante. Donc, je parlais effectivement de la fiche de sécurité comme élément central de la gestion du risque chimique et j'ai choisi de détailler 3 cas de figure différents pour identifier les substances qu'il faudra reporter dans la liste nominative. Le premier cas, et je dirais le plus simple, ce sont les produits qui sont étiquetés CMR. Donc l'étiquetage CMR, c'est le pictogramme SGH08, le petit homme irradié ici, qui est une condition nécessaire mais pas suffisante. Rappelons quand même que ce pictogramme-là, il englobe à la fois les CMR de catégorie 1A, 1B, les produits allergisants respiratoires, les produits toxiques pour certains organes cibles et les produits qualifiés de mortels par aspiration en lien avec leur viscosité particulière. Donc le produit en question et l'étiquetage du produit qui figure sur la rubrique 2.2 de la FDS doit comporter ce pictogramme-là, mais également des mentions de danger spécifiques au risque CMR, à savoir H340 pour les mutagènes de catégorie 1A, 1B, H350 pour les cancérogènes de catégorie 1A et 1B, et H360 pour les toxiques pour la reproduction de catégorie 1A et 1B. Donc ça, c'est un premier élément. Si on peut revenir... Donc, premier élément, effectivement, produit étiqueté, hop, et il faudra reporter sur la liste nominative la substance responsable du classement CMR du produit, qu'on retrouve dans les tableaux de composition présents en rubrique 3 de la fiche de sécurité. Donc là, pour l'exemple, il faudra chercher forcément la mention de danger associée au risque CMR. Donc là, en l'occurrence, pour l'éthylméthylkétoxime, on a la mention de danger H350. Donc sur la liste nominative, on reportera cette substance. Deuxième cas de figure, les produits, donc on peut passer à la diapo suivante. Deuxième cas de figure, on a les produits qui sont non classés CMR 1A, 1B, mais qui contiennent une substance CMR de catégorie 1A, 1B en concentration inférieure au seuil d'étiquetage. Donc là, effectivement, en rubrique 2.2 concernant l'étiquetage, on ne retrouve pas forcément le pictogramme SGH08, hein, puisque du fait que la substance CMR soit inférieure au seuil d'étiquetage, on n'a pas forcément report du pictogramme SGH08. Par contre, au niveau du tableau de composition en rubrique 3, on va avoir la substance avec la mention de danger caractéristique du caractère CMR. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple, on a H350 qui témoigne d'un caractère cancérogène de catégorie 1B. Donc là, il faudra reporter le nom du produit et le nom de la substance, bien que le produit en lui-même ne soit pas étiqueté CMR de catégorie 1A, 1B. Et troisième cas de figure, diapo suivante, ce sont les procédés CMR. Donc là, c'est un cas de figure peut-être un peu plus simple, puisque les procédés CMR sont listés dans l'arrêté du 26 octobre 2020 modifié. Donc il y a un certain nombre de procédés CMR. Bon, je ne vais pas tous les évoquer, mais bon, il y a des procédés CMR vraiment qui concernent assez peu de salariés, assez peu d'entreprises, comme la fabrication de ramine qui est un colorant, ou les travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel. Donc ça, c'est quand même très spécifique. Mais dans le même temps, on a quand même des procédés qui concernent beaucoup d'entreprises et un nombre de salariés conséquents. Je les ai surlignés en rouge. Donc ça va être tout ce qui est travaux exposant aux poussières de bois inhalables. Donc forcément, ça va concerner tous les métiers du bois. Les travaux exposant la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail. Donc là, on a tout un pan de métiers concernés, notamment le BTP, puisque le sable contient du quartz et le quartz, c'est une forme de silice cristalline. Et puis, on a également tous les métiers en lien avec la mécanique automobile, notamment avec les travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs. Donc, en gros, toutes les huiles usagées issues de vidange. Et puis, les travaux exposant aux émissions de moteurs diesel. Forcément, l'activité mécanique est concernée. Donc, on peut passer à... Voilà. Donc, à côté...
pragmatiquement à côté de ces produits et de ces substances qui ont été listées, enfin qui sont listées dans la liste de nominative des travailleurs exposés, il faut, comme l'a souligné Madame Champeau, fournir des informations relatives à l'exposition. Donc en gros, premier élément, la nature de l'exposition, en gros une description de la situation de travail, de la tâche exposante. Ça, ce sont des éléments que vous pouvez retrouver et qui peuvent être issus notamment de votre évaluation des risques chimiques. La durée de l'exposition, on essaie d'avoir une durée quotidienne d'exposition. Voilà, enfin, si vous avez fait votre évaluation, vous avez des fourchettes d'exposition. Généralement, pour des travaux ponctuels, ça va être inférieur à 15 minutes par jour, par exemple. Et puis le degré de l'exposition avec une double approche, soit une approche quantitative issue des rapports de métrologie atmosphérique, par exemple, ou une approche qualitative qui est en fait la résultante de l'évaluation des risques chimiques. Donc pour tous ces éléments, de toute façon, vous pouvez vraiment vous rapprocher de personnes qui sont compétentes en la matière, que ce soit au sein de vos services de prévention et de santé au travail, ou même vous pouvez également solliciter les conseillers CARSAT. Donc là, pour vraiment fixer un peu les idées, je vous ai mis un exemple de liste nominative. Donc là, en l'occurrence, c'est un modèle Sistel. Chaque service de prévention en santé au travail a son modèle. Alors effectivement, il n'y a pas de modèle réglementaire, mais globalement, on peut définir une trame un peu type. On retrouverait le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, le nom du salarié concerné et le prénom, dans la mesure où effectivement, c'est une liste nominative. Donc là, en l'occurrence, je me suis placé plutôt sur une activité de mécanique, donc avec une colonne produits concernés et substance CMR. Donc là, l'intérêt de cet exemple, c'est qu'il mêle à la fois les produits manufacturés étiquetés et puis tout ce qui est procédés cancérogènes. Donc ensuite, on a une colonne nature des travaux qui décrit très succinctement la tâche exposante pour les salariés, la durée d'exposition, plutôt des manipulations ponctuelles, donc inférieures à 15 minutes par jour, et le niveau d'exposition. Donc là, on n'a pas d'approche quantitative, mais plutôt une approche qualitative issue de ces REACH, parce qu'en parallèle, on a fait l'évaluation des risques chimiques. Et donc, en fait, on a un niveau résiduel élevé par inhalation pour les émissions de moteurs diesel et cutané pour les deux autres produits listés, produits ou émissions listées. Diapo suivante. Et puis, dernière diapo, la notion de transmission qui a été développée par Madame Champeau, mais je souhaitais réinsister sur l'effectivité d'abord, avec une mise en conformité au 5 juillet, mais comme l'a évoqué Madame Champeau, une tolérance, et puis la notion de liste nominative qui est quand même très importante pour nous, puisqu'on alimente des dossiers santé, enfin des dossiers médicaux santé-travail. Donc c'est quand même plus facile pour nous de rattacher une liste nominative à un dossier médical nominatif lui aussi. Donc j'en ai fini pour ma présentation, et puis on aura quelques temps pour les questions, je pense. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on a un petit temps pour les questions. Alors, peut-être une première question. Alors, que je ne comprends pas tout à fait parce que ce n'est pas mon domaine. L'export CEREACH est-il suffisant ou faut-il réaliser la liste obligatoirement? Ça, c'est pour mes intervenants. Ah, pas de réponse? Je vais peut-être me permettre de répondre, mais n'hésitez pas à compléter si vous avez d'autres éléments à faire valoir. Mais l'export CEREACH, il vous donne, on va dire, une partie de la solution, entre guillemets, parce que comme on l'a insisté assez lourdement, entre guillemets, sur la présentation, c'est une liste nominative. Donc, CEREACH ne permet pas de relier des expositions à un salarié. Bon, il va permettre de relier, on va dire, un secteur d'activité, une unité de travail, un poste de travail et une tâche exposante, si on est en niveau 2 ou 3, ce qui permet derrière, effectivement, plus facilement on va dire, de connecter avec les données RH.
Donc c'est une partie de la solution, mais c'est pas pleinement satisfaisant, on va dire. Ok, merci. Alors il y a aussi une question concernant les risques CMR pour les fleuristes et les coiffeurs, pour lesquels manifestement il est difficile d'obtenir une traçabilité. Alors peut-être, mais là aussi Jérémy complétera ou Elodie. En fait, oui, le problème c'est qu'on ne sait pas à quel produit phytosanitaire les plantes ont été traitées. Il n'y a pas la même réglementation que pour les autres produits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a des études actuellement en cours par des unités de recherche pour avoir justement une idée de quels sont les produits utilisés et quel est l'impact sur les travailleurs. Parce qu'en fait, les voies de pénétration peuvent être, selon que c'est la pénétration, c'est au travers de la peau ou par voie respiratoire, ça peut être extrêmement différent. Donc déjà, il y a de la recherche en cours. Deuxièmement, ce que je voulais dire, mais Elodie complétera peut-être, c'est que finalement, il faut faire l'évaluation des risques comme pour toutes les autres situations, et notamment proposer des mesures, même si on ne connaît pas exactement, et un jour j'espère qu'on connaîtra à quels produits sont exposés les travailleurs, mais il y a des questions on peut porter des gants, il n'y a pas n'importe quel gant, parce que les gants en latex, par exemple, ne protègent pas suffisamment. Il y a d'autres gants par exemple, nitrile ou néoprène qui peuvent être utilisés. C'est à voir avec les services de santé au travail. Je pense qu'une fois de plus, il faut regarder spécifiquement ce qu'il en est. Tous les moyens de protection qu'on peut rajouter, les porter un tablier, ne pas manger, ne pas fumer, ne pas boire tant qu'on est sur le poste de travail. Puis il faudrait qu'il y ait une ventilation adéquate. Mais là, je m'avance un petit peu parce que je sais très bien qu'il y a des fleuristes qui n'ont pas du tout ce genre de choses. Puis peut-être se rappeler aussi des mesures de base comme se laver les mains, les avant-bras, puisque effectivement, s'il y a un contact cutané. Peut-être Elodie, tu veux compléter ou Jérémy? Oui, c'est parce que la question a été posée aussi dans le chat sur les coiffeurs, hein, en effet, avec la difficulté d'identifier en effet les substances CMR comme ça a été présenté par Jérémy Lenormand. Et c'est là où voilà, vous avez dans ce webinaire la présence du service de santé au travail parce qu'il y a des situations qui sont plus complexes que d'autres. J'ai vu qu'il y avait le sujet aussi des fumées de soudage. Et donc là, il y a une analyse un peu plus fine à réaliser puisqu'on est potentiellement soit sans l'information, comme c'est le cas pour les produits phytosanitaires, pour les fleurs ou les produits cosmétiques pour les coiffeurs, où là, voilà, il y a besoin de soit s'appuyer sur des études qui ont été produites mais qui ne sont pas forcément françaises ou soit européennes, et auquel cas, il y a des choses intéressantes et, sur l'exposition aux pesticides, aux phytosanitaires. On pourrait supposer en effet que vos fleurs, par rapport à une étude notamment belge, on note la présence de une famille de produits phytosanitaires dont certains sont CMR, même si c'est interdit en France. Ces produits viennent en dehors de l'Union européenne et de ce fait peuvent être exposés à des produits soumis à des produits cancérogènes malgré tout. Donc voilà, ça peut être un complément par les services de santé au travail. Idem sur les coiffeurs, où là, il y a notamment, vous avez le Sistel qui a fait un travail d'analyse de certains composants et produits, tu pourras compléter, Jérémy, mais composants de produits cosmétiques. Donc là, il y a quand même des ressources très intéressantes. Et encore une fois, on ne peut que vous inviter à vous rapprocher de vos services de santé au travail pour toutes les situations un petit peu plus complexes. Pour les fumées de soudage, c'est assez simple. Donc, la personne qui a posé la question a aussi répondu en partie à la question. Oui, en fait, dans les fumées de soudage, il y a des composants qui sont CMR et comme on vous l'a dit, les salariés qui seraient susceptibles d'être exposés à des agents CMR, comme c'est le cas beaucoup dans les produits, notamment les aciers inoxydables, où on retrouve des chromes, donc avec un risque d'exposition, donc un composant chrome hexavalent qui est, lui, classé cancérogène. Donc voilà pour les fumées de soudage, j'ai balayé un peu plus large. Il y a d'autres questions, hein. Je vois que c'est ça. Alors,
donc là, on a répondu aux fumées de soudage. Alors, il y a aussi la question de la limite de l'exposition en cas de coactivité. Alors peut-être préciser, je ne sais pas si en cas de coactivité, c'est-à-dire qu'un poste de travail exposerait un salarié qui n'est pas censé être exposé à une substance CMR, c'est ça en fait. En fait, l'idée, encore une fois, l'a dit Dr Arnaudot l'a précisé, c'est-à-dire que c'est de vous forcer à vous questionner sur la prévention primaire. C'est que peut-être que si une personne n'est pas amenée à travailler sur un poste qui devrait l'exposer à un CMR, peut-être déjà réfléchir à supprimer ces expositions qui n'ont pas lieu d'être. Et si elles ont lieu d'être, si finalement le plan d'action n'a pas permis de résoudre cette situation, elles doivent être tracées. Mais vraiment travailler sur la suppression du risque. Hein. On a insisté, mais je pense que c'est intéressant de le dire et c'est tout l'enjeu. On n'a pas que cet enjeu de traçabilité au titre de la réparation, c'est vraiment pour justement supprimer les risques à la base. Alors on a aussi une autre question. Les substances classées CMR inférieures aux limites de concentration spécifiques pour le classement des mélanges doivent être considérées dans la liste nominative, point d'interrogation. Il y avait une diapositive dessus, hein. C'était Jérémy l'a présenté. Ouais, non, mais effectivement, c'est ce qui est indiqué dans pas directement dans le décret, mais dans les notes explicatives qui sortent derrière. Effectivement, c'est ce qui apparaît. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Et après, on peut même presque aller plus loin. Effectivement, on parle de procédés listés par arrêté, mais sont concernés aussi les procédés susceptibles, pas forcément inscrits sur la liste des procédés CMR, mais qui sont susceptibles de libérer des substances CMR. Comme c'est le cas des fumées de soudage, par exemple. Pour les fumées de soudage inox, par exemple, entre autres. Ok. Alors peut-être par rapport à, là, je vois qu'il y a une question sur les TPE et donc l'idée c'est pour les structures qui ne sont pas forcément en capacité de faire une analyse aussi fine. Bien évidemment, encore une fois, vous avez des experts qui vous proposent leur service pour vous accompagner. Ceci étant, il peut y avoir aussi une démarche progressive, c'est-à-dire que rien ne vous empêche dans un premier temps, dans une première étape, de commencer par les produits manufacturés, les produits communs, vous achetez, et puis progressivement monter en compétence avec l'accompagnement de votre service de santé au travail et ajouter les autres substances qui viendraient des substances émises ou des procédés de travail et que vous ne maîtrisez pas dans un premier temps. Ensuite, il y a aussi une question, savoir si un bilan sanguin peut être prescrit pour dépister les CMR pour ce type de salariés. Alors, je pense que c'était les fleuristes et les coiffeurs. Oui, alors si c'est pour les pesticides, en fait, on peut toujours prescrire un bilan sanguin, mais si on le prescrit à l'aveugle, on est vraiment embêté. Alors pourquoi? Parce que si on prescrit à l'aveugle, on va chercher des effets généraux, des anomalies, mais on ne saura pas à quoi c'est dû. Par exemple, on peut faire des bilans sanguins qui regardent le nombre de globules rouges, de globules blancs. On peut regarder si les reins fonctionnent bien. On peut regarder si le foie fonctionne bien. Habituellement, c'est des examens sanguins standards. Mais le problème de ces examens, c'est que ce n'est pas très intéressant. Parce que ça ne sert qu'à suivre l'état de santé, mais ça ne permet pas de faire de la prévention. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment, pour qu'un examen sanguin soit vraiment utilisé dans un objectif de prévention,
il faut qu'on sache ce que l'on cherche. Et pour savoir ce que l'on cherche, il faut qu'on connaisse le produit. C'est pour ça, ce que disaient Jérémy et Elodie, c'est travailler sur la connaissance avec les fiches de données de sécurité, parce que là, on connaît vraiment les produits, et selon le produit, on va pouvoir chercher une cible bien précise. Et on peut aller plus loin, c'est que si on connaît le produit, on va pouvoir essayer de le doser. Je vous donne un exemple. Les gens qui sont exposés au plomb, on peut suivre de façon très fine leur niveau d'exposition au plomb, dans le sang notamment. Et on peut voir, parce que en fait, le problème avec tous ces polluants CMR, c'est souvent, il y a une origine professionnelle, mais il peut y avoir des origines extra-professionnelles, ce qui complique l'interprétation par le médecin. Si on dit de façon abusive à quelqu'un, voilà, oui, je vois, c'est vrai, il n'y a pas de fiche de données de sécurité. Mais chez un fleuriste aujourd'hui, on pourrait très bien faire une prise de sang, mais le problème, c'est qu'on risque de rassurer les gens de façon abusive. C'est-à-dire, même si on a une prise de sang normale avec des globules blancs normaux, des reins qui fonctionnent bien, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas exposée. C'est pour ça que, dans l'immédiat, l'objectif, c'est d'essayer d'empêcher l'exposition avec des mesures de protection. Est-ce que Elodie ou Jérémy, vous voulez compléter ce que je dis là-dessus? Mais je pense que la surveillance sanguine, comment dire, ça rassure des fois les gens, mais ça ne protège pas les salariés de leur exposition. Il y a Odile qui veut parler. Oui. Je voulais juste, alors moi je ne peux pas répondre évidemment, mais par contre je peux proposer une nouvelle question qui me paraît assez intéressante. Pour élaborer la liste, faut-il aussi prendre en compte l'historique de tous les produits auxquels le collaborateur aurait pu être exposé, et si oui, faut-il combien d'années en arrière? Bonne question. Non? Elodie, tu y vas? Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué plus en détail cette question. Pour moi, enfin, c'est l'approche vraiment juridique de base, c'est de dire, enfin, le texte est entré en vigueur en avril, il n'est pas prévu de revenir en arrière sur les expositions. Il n'y a pas de rétroactivité, effectivement. Donc, si je peux intervenir, pour autant, ça intéresse les services de santé au travail, c'est-à-dire même si on a la connaissance des expositions actuelles, c'est intéressant parce que ça permet de faire certains, mais le service de santé au travail a besoin de connaître les expositions passées. Ça fait partie de la discussion qu'il peut y avoir lors des visites d'information et de prévention. D'ailleurs, pour cela, de mon point de vue, ça peut être très bien fait par des infirmières de santé au travail bien formées, autant que par des médecins, c'est-à-dire reprendre la carrière de la personne. Vous avez fait quoi de telle année à telle? Vous étiez chez quel employeur? Vous étiez à quel poste? Ah, vous avez été fleuriste pendant 5 ans. OK. Après, vous avez été soudeur. Les expositions sont même si on ne les a pas caractérisées, le fait de savoir que la personne a été fleuriste pendant 5 ans ou qu'elle a travaillé comme soudeur pendant 10 ans qui suivent, ça permet d'orienter sur les possibles expositions hypothétiques et sur le suivi. Et d'ailleurs, lors de la visite de fin de carrière, c'est des choses qui seront retracées par le service de santé au travail. C'est la question de la traçabilité, en fait. Mais là, dans le décret, il n'est pas là-dessus, Madame Champeau. Hein, je pense peut-être que là, vous pouvez peut-être... mais ce n'est pas sur les expositions passées, je pense. Non, absolument pas. C'est pas sur les expositions passées. Il n'y a pas de caractère rétroactif. C'est pas indiqué dans le décret, comme il a été dit. Après, en théorie, on a les expositions un peu passées via les anciennes fiches individuelles d'exposition, plus quand ça existait, les fameuses listes de facteurs de pénibilité au risque chimique. Après, effectivement, il se trouve que il y a un vide juridique entre les fiches de facteurs de pénibilité et les listes nominatives des travailleurs exposés au CMR. Mais en théorie, on devrait avoir une trace quand même des expositions CMR passées via les anciennes fiches individuelles d'exposition. Après, il y a une question. On a mis de côté une question là sur comment obtenir son document
si l'employeur ne l'a pas fait. Je crois que le texte avait prévu justement de mettre dans la boucle le CSE, vous pouvez me compléter, hein, avec l'idée qu'il y ait une vigilance aussi des représentants du personnel sur les informations qui sont transmises ou non. Et je pense que voilà, se rapprocher aussi de son représentant du personnel, demander bien évidemment à son employeur dans un premier temps et se rapprocher s'il y a un blocage peut-être de ses représentants du personnel pour mettre à plat le sujet et en discuter dans le cadre du dialogue social de l'entreprise. C'est la question sur les huiles de coupe, c'est ça? Oui. Ouais, parce qu'il faut vraiment se méfier aussi avec les huiles de coupe, hein, sur l'étiquetage, comme je le mentionnais tout à l'heure, le pictogramme SGH08 homme irradié. J'ai souvent, au cours de mes interventions, cet échange-là, c'est que souvent ce logo-là sur les huiles de coupe, il est en lien avec le caractère, enfin ce qui est qualifié de mortel par aspiration avec la mention de danger H315. Danger par aspiration, mortel par aspiration. Et c'est pas de caractère CMR, c'est lié à la viscosité particulière de l'huile qui fait que si il y a une ingestion volontaire ou involontaire, c'est pas le problème, mais il y a un risque de noyade sèche, ce qu'on appelle, parce que ça repasse par les voies respiratoires. Donc il faut bien être vigilant au moment, je dirais, de l'identification du risque potentiel CMR, à la fois sur le pictogramme et sur la mention de danger. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que le pictogramme, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut aller voir sur l'étiquette, ou sur la fiche de sécurité au mieux, effectivement, mais au moins sur l'étiquette, s'il y a les fameuses phrases H340, H350 ou H360. Voilà, pour être complet. Merci. Et je vous propose une dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le temps qu'on avait prévu. Y a-t-il un risque pour le salarié de déclarer ses expositions antérieures au CMR? De déclarer auprès de qui en tout cas, si un salarié sait qu'il a été exposé à des CMR, il faut qu'il en parle avec son médecin du travail quand même. Moi, ça me semble important, justement pour essayer d'évaluer quelle a été son exposition, et puis qu'il y ait une discussion déjà pour qu'il ait des informations sur quel suivi il peut avoir, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur sa santé, qu'est-ce qu'il faut surveiller. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Ouais, enfin, c'est l'objectif premier quand même de ce document, c'est quand même d'optimiser le suivi médical. Donc oui. Oui, il y a quand même un intérêt particulier, c'est d'être mieux suivi, quoi. Donc, oui, ça a l'intérêt. Et puis quand même, mais je redis ce qu'avait dit Odile, hein, mieux que le suivi médical soit meilleur, que le salarié soit mieux informé, mais surtout, c'est de réembrayer sur la prévention primaire, parce que le fait d'établir, par exemple, une liste de salariés qui seraient exposés à des reprotoxiques, mais ça veut dire que si on a des hommes ou des femmes en âge de procréer qui sont exposés, qui sont dans la liste, il faut que quand même l'entreprise et les représentants du personnel se posent la question de qu'est-ce qu'on fait ? Parce que on peut pas continuer comme ça, vous voyez. Si on repère des reprotoxiques, on peut pas dire. Et il faut qu'on supprime l'exposition, qu'on la diminue ou qu'on prenne des mesures. L'idée, c'est vraiment de faire la prévention primaire. C'est pas que de faire du suivi. Il y a quelqu'un s'il y a peut-être un mot de la fin, il y a quelqu'un qui suggérait que fallait, pour avoir ces informations-là, fallait commencer à avoir une démarche d'évaluation des risques chimiques déjà approfondie. Mais en fait, on s'aperçoit, et je crois que Jérémy Lenormand l'a dit, c'est qu'on a très peu d'évaluation du risque chimique. Donc, il va pas falloir... ça fait des années, en fait, qu'on fait la promotion de cette démarche-là, puisqu'il y a des enjeux très forts, comme on vient de les rappeler. Donc, on ne peut inciter que tous les acteurs de l'entreprise. Hein. On a bien dit, il y a une obligation d'employeur, certes, mais il faut aussi les salariés. Vous pouvez en parler avec vos représentants du personnel. Les représentants du personnel peuvent aussi mettre
mettre un point à l'ordre du jour sur ce sujet-là. Les salariés peuvent en parler à leur médecin du travail ou aux infirmiers du travail lors de leur rendez-vous. Enfin, voilà, il y a une mobilisation qui peut être aussi plus large, mais l'évaluation du risque chimique reste indispensable et il y a de l'accompagnement comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Ouais. Très bien. Écoutez, je pense que on va pouvoir mettre un terme à ce webinaire. J'en profite pour vous signaler que l'École des relations de travail organise le 1er avril 2025 en présentiel une matinée pour les élus du CSE qui portera sur le rôle du CSE en cas de suppression d'emploi. Donc on reviendra notamment sur la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel à cette occasion-là et toutes leurs attributions, toutes leurs prérogatives dans cette situation. Merci à tous, merci à nos intervenants. Merci. Et écoutez, à très bientôt.